Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ceci est une soirée tout à fait particulière parce que nous sommes les représentants du gang des vieux en colère. Nous sommes venus à plusieurs, nous avons forcé la porte et nous nous sommes invités nous-mêmes. Vous savez, un gang qui s'occupe de ses enfants, un gang qui essaye de faire en sorte que quand ils deviendront vieux, ils pourront vivre mieux, c'est une chose capitale. Par conséquent, nous avons forcé la porte, nous allons vous expliquer qui nous sommes, pourquoi nous sommes là. Nous sommes non partisans, transpartisans, c'est le gang des vieux en colère qui n'est subsidié par personne. Notre argent, on la pique dans vos poches, mais on n'est pas subsidié. Et ce qui est très important, c'est qu'on aurait pu appeler ce gang le gang des vieilles en colère, mais on ne l'a pas fait. Avec les vieilles du monde entier, sol, solidarité. Avec les vieilles du monde entier, sol, solidarité. Avec les vieilles du monde entier. En file par deux, en peloton, exapplaude. On n'a pas envie d'obéir, chef. On dit pas lieutenant, on dit chef, oui chef. Vous avez compris? Oui chef. Non chef, oui chef. Te laisse pas faire. L'égalité doit être financière. Les vieilles gangsters sont en colère. Toutes les femmes sont solidaires. Dis c'est bien, mais le faire c'est mieux. La colère, c'est contagieux. Y'a pas de pognon pour les retraités. Et les plus maltraités. Solidarité Avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes Du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Sol. Solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Sol. Les femmes du monde entier. Comme quoi, vous voyez, on peut dire gang des vieux en colère, gang des vieilles en colère, c'est du pareil au même. Il n'y a en général, suivant le principe de l'agisme, que des vieux ou des vieilles imbéciles. L'important, c'est de lutter. L'important, c'est de faire en sorte que les vieux ou les vieilles ne soient pas considérés comme négligence, comme du laisser-aller, comme des vieux imbéciles. Vraiment, les vieux doivent de nouveau être respectés, retrouver leur liberté, retrouver leur dignité et retrouver leur décence. Alors, nous avons deux invités. Je vais commencer par un homme, bien évidemment, parce que le papier est sous mes yeux. Il s'appelle Mirko Popovic et Nicole Tonneau. Mirko Popovic est déjà assez âgé, il a 74 ans. Il est né en 48. 48 est une année très importante pour l'Europe, mais ça, c'est une autre histoire. En réalité, il était, dans une autre vie, réalisateur. Il a fait des reportages culturels. Il a travaillé pour un magazine télévisuel qui est passé sur France 2, sur la RTBF, un peu, je crois, sur une quarantaine de chaînes francophones qui s'appelaient Espace francophone. Il a été l'initiateur et le président fondateur de la Zineke Parade. On peut le féliciter. Il a été longtemps, peut-être un peu trop longtemps, directeur du centre culturel de Watermal-Boisfort. Il a été commissaire d'événements
africains comme Nangadef, Laafi ou Alafia, je ne connaissais pas ce terme, qui est béninois, voilà. Il a réalisé des courts-métrages, et il a été un auteur de nouvelles, il va peut-être encore écrire quelques nouvelles, éditeur pour le secteur associatif, et puis il a été directeur et maintenant directeur retraité, mais toujours en activité, de Africalia. Nicole Tonneau, pas Nicole Popovic, Nicole Tonneau est une vieille gangster qui a commencé par être, alors ça c'est pas une bonne idée, conjoint aidant d'un photographe. Déjà conjoint aidant au point de vue, mais ça elle vous en parlera plus tard, au point de vue vieillesse, retraite, qu'est-ce qu'on peut avoir à sa retraite, c'est un coup foireux, je vous préviens tout de suite. Elle a été après assistante à la réalisation dans différentes sociétés de films publicitaires, pour des films de fiction, enfin bref, le cinéma, la télé. Elle a créé une société de post-production, c'est-à-dire qui faisait à la fois pour les autres, un peu comme un mercenaire, du montage, de la sonorisation, des effets spéciaux. Et puis alors, ça arrive, elle est tombée en faillite. Elle s'est retrouvée au CPAS. Ça arrive surtout parce que les gens ne vous payent pas, parce que les fournisseurs ne payent pas, parce que toutes sortes de gens ne payent pas. Alors il y a des gens qui tombent en faillite. Pas de leur faute, ça arrive, c'est comme ça fait partie de notre société moderne. Et puis alors, elle a aussi créé une ASBL dans le but de réaliser des documentaires. Elle a collaboré, et elle collabore toujours au journal de quartier de Bruxelles qui s'appelle Pavé dans les Marolles. Et elle est comédienne, faites attention à ce qu'elle va dire, elle est comédienne dans un théâtre amateur qui s'appelle L'Appétit des Indigestes, tout un programme. Mais je vais d'abord, avant tout, vous laisser voir ce qu'est vraiment le gang des vieux en colère. Qui n'est pas content sur terre Sont les vieilles en colère. Qui n'est pas content sur terre Sont les vieux en colère. Retraité, te laisse pas faire. Reste pas faire, reste pas faire. Dire c'est bien, faire c'est mieux. Reste pas faire, sont les vieux. Y a de l'argent au paradis. À Bahamas, Macao, Y a de l'argent au paradis. aux îles Vierges, À Tobago. Gauche et droite. À gauche, à droite. Tous les mêmes. Y a de l'argent au paradis. l'argent des tricheurs, des nordis, Les retraités sont maltraités. empilés, délaissés, Les retraités sont maltraités. abandonnés, exploités, On vise la prédation. sur les pensions, Sur les pensions. Tout le monde est concerné. par l'avenir des pensionnés. Gauche et droite. C'est le gang des vieux en colère, c'est le gang des vieux en colère. Enfin, bon, je vais quand même vous dire deux mots sur ce gang. C'était en octobre, alors il y a eu octobre 17, et puis il y a eu le mois d'octobre du gang des vieux en colère, où nous étions une douzaine à table, ça fait un peu penser à la dernière scène, une douzaine à table, et entre amis, on partageait le vin, beaucoup plus que le pain. À un certain moment, l'un d'entre nous a dit « Tiens, vous savez, j'ai 600 € de pension de retraite. » Ça a acheté un blanc, un vrai blanc, et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui vieillissaient avec très peu de moyens, trop peu de moyens, chose à laquelle on n'avait jamais pensé. On n'avait jamais pensé que ça nous arriverait. Déjà, on n'était pas certain d'arriver à cet âge-là. Et on s'est dit, si les vieux qui ont fait mai 68 ne retournent pas dans la rue, personne ne le fera à leur place, et surtout personne ne le fera pour leurs enfants, leurs petits-enfants, les générations qui arrivent, parce qu'enfin, entre la création de la sécurité sociale, où il y avait la santé,
les gens qui n'avaient plus de boulot, et puis surtout les vieux, puisque ça nous concerne aujourd'hui, eh bien, si on ne fait pas quelque chose, nous les vieux, les jeunes n'auront plus rien. Nous avons vu qu'au fil des temps, au fil des années, ce qui était octroyé aux jeunes pour vivre décemment et avec une certaine dignité, ce qui était octroyé aux vieux quand ils avaient atteint l'âge de la retraite, cette pension, eh bien, elle avait diminué comme peau de chagrin. Beaucoup d'entre nous sont en dessous du seuil de pauvreté. Beaucoup sont loin en dessous du seuil de pauvreté. Certains, d'ailleurs, et Nicole vous en parlera beaucoup mieux que moi, certains ont heureusement une garantie de revenus aux personnes âgées, qui d'ailleurs est tout à fait insuffisante, mais enfin, ils ont déjà ça. Beaucoup d'autres n'ont pas ce minimum pauvreté. Et donc, nous avons décidé de nous battre pour un minimum de pension de retraite. On a passé plusieurs soirées successives, le vin était toujours aussi bon, et puis, au mois de janvier, pour fêter les 50 ans de 68, on a décidé qu'on pouvait créer le gang des vieux en colère, et on a très vite fait des premières manifestations. La toute première, on s'est réunis tout près du Parlement et on a été en délégation porter une lettre ouverte au ministre de l'époque qui aujourd'hui est le patron de l'Union européenne, qui s'appelle Charles Michel. Il nous a entendus, il a lu la lettre ouverte, personnellement, paraît-il, ce qui est merveilleux, et il nous a répondu personnellement, paraît-il, ce qui est tout aussi merveilleux, il nous a répondu un peu n'importe quoi. Donc, on a décidé qu'on allait mettre le grand braquet, qu'on allait faire des manifestations, autorisées parfois, non autorisées, et ça fait près de 4 ans maintenant que le gang descend régulièrement dans la rue. On s'est fait des amis. On s'est rendu compte que dans les maisons de repos, il y avait un problème qui était les soignants et aides-soignants qui n'avaient même pas le temps de s'occuper des vieux. On a fait ami-ami avec ces gens qui s'occupent des vieux avec une grande conviction, avec une grande empathie. Et donc nous avons décidé de les soutenir parce que c'est eux qui soutiennent les vieilles et les vieux tous les jours. On a fait d'autres amis. On a fait ami-ami avec les gens du monde de la culture. Vous avez vu que pendant la Covid, pendant cette période de pandémie, ça a été les grands oubliés. On a pu les laisser crever sans moyens, sans possibilité de vivre, en leur interdisant de faire leur métier. Mais bien avant, nous savions que, aussi bien que nombre de femmes qui, pour des raisons de carrière, n'ont pas du tout de quoi vivre, et surtout pas si elles n'avaient pas la grappa, eh bien, la plupart des artistes, comme il n'y a pas de statut d'artiste en Belgique, c'est assez fou, il y a un statut d'artiste en France, mais pas en Belgique, eh bien, en Belgique, la plupart des artistes, s'ils n'ont pas été professeurs dans une académie, eh bien, se retrouvent avec eux aussi 500, 600, 700 euros par mois pour vivre. Il faut savoir que les vieux, eh bien, ça a autant de besoins que les jeunes. Il n'y a pas vraiment de différence. Bien sûr, ils ont moins besoin d'aller en boîte, quoique. Mais ils ont besoin de compléments alimentaires, c'est non remboursé. Ils ont besoin de kiné, c'est pas toujours remboursé. Bref, il y a les petits bobos du quotidien.
Ils ont quand même, comme tout le monde, besoin de se chauffer, de bouffer, de remplacer un pantalon usé, etc., etc. Donc, franchement, le gang des vieux en colère était devenu indispensable. Il fallait que nous redescendions, comme en 68, dans la rue, ce qu'on a fait. King Philip, there is something rotten in the Kingdom of Belgium. President of Europe, there is something rotten in the European Union. Your ministers kill your people, and the only question left is to be or not to be. We choose to be. Bravo! Bravo! Aujourd'hui, en 2020, votre sécurité sociale aurait dû fêter ses 85 ans. Mais voilà, elle n'est pas arrivée jusqu'en 2020. Pendant 85 ans, ils l'ont tué à petit feu, jour après jour, sournoisement, par la ruse, le double jeu, la fourberie. Ils ont saigné à blanc votre glorieuse sécurité sociale. Ils n'ont pas augmenté vos salaires. Ils vous ont donné, à certains, une voiture de société, des tickets repas. Ils vous ont donné une assurance groupe. Pas d'argent pour la sécu. Ils l'ont saigné à blanc. Ils ont permis l'évasion fiscale. Pas d'argent. La mort. Proclamons les concertations. Courant maximum coupable. L'optimisation et la fraude fiscale. Pas d'argent. La mort. Après chaque nouveau subterfuge assassin, ils ont diagnostiqué la mort de la sécurité sociale, la mort des pensions de retraite, la mort. Médecins de cœur, écoute-nous. Mais dans nos cœurs, enfants de notre pays, enfants de toute l'Europe, votre sécurité sociale ne mourra jamais. Le Belge sortira du tombeau et les Européens y tout. Debout, les vieux gangsters quand la révolte gronde. Reprenons le combat contre la bête immonde. Regardons nos enfants sans plus aucune honte. Mourons en combattant jusque dans notre tombe. Musique! On a donc enterré la sécurité sociale puisque c'est ce que le politique fait couramment. Vous savez, le gang des vieux en colère, c'est parce que à certains moments, on a l'impression que certains politiques forment un gang. Et donc, nous sommes un peu rentrés dans la guerre des gangs. Mais la guerre des gangs, Mirko vous en parlera mieux que moi. En attendant, sachez que nous avons une première grande victoire à notre actif. Et il n'y a pas que celle-là, il y a l'idée de l'ancien ministre Bacquelaine, qui maintenant est dans une maison de repos, qui voulait de luxe, dans une maison de repos de luxe, qui voulait nous imposer, comme le président Macron en France, pauvre Français, nous imposer la pension de retraite à point. C'était une duperie, heureusement. Le nouveau gouvernement, et spécialement la ministre des Vieux actuelle, nous a juré que cette pension de retraite à point était jetée définitivement à la poubelle. N'en parlons plus, je donne la parole à Mirko, qui va nous expliquer l'esprit du gang. Tu as un micro, ne prends pas le mien. Le gang des vieux en colère, nos objectifs, ça concerne tout le monde, puisque tout le monde un jour sera un vieux, un vioc. Alors, pour toucher ce tout le monde, pour le sensibiliser à nos objectifs, on invente et on ose des pratiques culturelles, parce que beaucoup d'entre nous viennent du secteur culturel, mais aussi éducatif, aussi journalistique et autres. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des facilités en communication. Alors, on a initié des
des bousculades émotives, des bousculades qui s'appuient sur la vie quotidienne. On vient de voir un enterrement, un faux enterrement que nous avons monté, qui est une flash mob, comme on utilise dans le jargon actuel, une flash mob qui occupe un espace et qui surprend. Flash mob, c'est un événement qui surprend le public. Alors ici, l'idée pour nous, c'est sans agressivité, avec détermination, ténacité, c'est secouer un peu les esprits et ses émotions. Alors là, on y est arrivé en mobilisant, ça ne nous prend pas des mois et des semaines de travail, parce qu'il faut savoir aussi que les personnes âgées, ils ont un avantage qui se perd avec le fil du temps, c'est de l'expérience, de la compétence accumulée. Et parmi nous, il y a toutes sortes de gens, des gens qui savent parler, des gens qui savent échanger, des gens qui savent organiser. Et donc tout ça fait qu'à un moment ou l'autre, quand on met tout ensemble, on se voit en quelques fois, paf, on y va, une flash mob. L'enterrement a été une expression dans laquelle il y avait de la musique, de la décoration, des vêtements, et on a surpris les gens qui étaient sur la place du Luxembourg, où on tourne là, on tourne une fois, les gens prennent ça pour un enterrement sérieux, puis à un moment, ils voient que ça, quelque chose est anormal. C'est ça l'esprit du gang, c'est de surprendre là où on ne nous attend pas. Donc on a également, dans le cas de la Grappa, également fait des interventions de ce type-là, en reprenant des chansons ou des airs connus, en modifiant le texte et en rendant ça accessible à tout le monde et chantable. Chantant pour tout le monde. Chantable, ça n'existe pas. Non, mais c'est pas mal, chantable. Ah, Je voudrais juste ajouter à ce que tu viens de dire qu'il y a parmi les 15 000 membres, parce qu'aujourd'hui on est 15 000, du gang des vieux en colère, il y a des petits jeunes qui nous accompagnent, qui nous conseillent, et que les premiers flash mobs, c'est eux qui nous ont donné, je dirais, la clé. C'est un mouvement qui s'appelle Flash Mob Justice Fiscale. Parce qu'il y en a en plus qui ne payent pas leurs impôts en Belgique, beaucoup de multinationales, les GAFAM, etc. Et que ce petit mouvement Flash Mob Justice Fiscale, qui sont que des jeunes, eh bien, ils ont fait appel aux vieux pour montrer que si on voulait que la sécurité sociale se remplume, eh bien, et donc aussi l'argent pour la retraite, eh bien, il fallait que chacun, comme certains grands magasins même, paye l'impôt réellement en Belgique, ce qui n'est pas le cas. Excuse-moi de t'avoir coupé, tu sais que je suis un vieux dégueulasse, c'est comme ça. Mirko, tu as la parole. Merci Michel. C'est peut-être intéressant aussi, c'est de voir un peu notre complicité. Elle s'appuie sur... D'abord, on n'a rien à perdre, parce qu'on n'a rien à gagner pour nous-mêmes, mais on n'a rien à perdre au niveau que ce qu'on peut faire à des vieux. Donc chaque fois qu'il y a une intervention, que ce soit avec justice fiscale ou les vieux en colère en leur nom propre, on est chaque fois gagnant, parce que nos idées sont justes, concernent tout le monde, et c'est pas pour nous, c'est pour les futurs. Parce que le futur va être très dur comme c'est parti là, avec ces multinationales qui handicapent le financement des services publics et les politiques qui suivent, donc ça nous pose un problème. Et il y a un vieux assez intéressant qui est un grand physicien, c'est Albert Jacquard, qui a sorti 3 mots, on lui a posé la question, quelles sont les qualités que tu revendiques? Eh bien c'est généreux, lucide et courageux. Donc les gangs des vieux en colère, pour moi, c'est un mouvement qui n'est pas, c'est pas une SBL, c'est un mouvement qui est généreux, qui est lucide, parce qu'il voit ce qui va se passer, et qui est courageux par ses interventions. Parce que ce n'est pas facile pour des personnes âgées de se déplacer, de sortir, de sacrifier ces moments de télévision ou d'autres de plaisir pour aller s'engager sur les voies publiques, pour aller chanter, crier et revendiquer toute notre bonne... D'ailleurs, on a tous des problèmes d'arthrose. De prostate. On marche difficilement. Je parle pour moi, bien évidemment. Mais enfin, c'est important de dire que nous ne sommes qu'un mouvement. Parce que, messieurs de la police et de la gendarmerie, il n'y a ni président, ni chef. C'est peut-être toi, Mirko, c'est peut-être toi, Nicole. On s'en fout. On est un gang. Par conséquent, quand on voit de la lumière, on va manifester, mais on n'a rien préparé. Il n'y a jamais préméditation. On débarque comme ça sans savoir. Voilà. Et Mirko vous expliquera un petit peu
l'esprit du gang. Ce n'est pas la terreur, ce n'est pas la Kalachnikov en batterie, c'est plutôt l'humour. Oui, le sourire, l'impertinence par moment, c'est aussi le second degré. Par exemple, d'autres choses que nous avons faites, c'est, avec Justice Fiscale et d'autres, c'est aller dans un, comment appelle-t-on ces restaurants où on sert des hamburgers, je ne vais pas dire de nom. Alors moi je dis non, ça aurait pu être un autre Burger Quick, King, oui. mais là c'était le McDo. Oh, c'était le McDo, voilà, c'est pas le Quick, et il y en a d'autres. Eh bien là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fêté un anniversaire d'une personne âgée, une d'entre nous, une des dames d'entre nous, et on est rentré à 30-40 avec accordéon, musique, etc., et en commandant un café, une gosette aux pommes que nous avons coupée en petits morceaux. Moi j'ai payé en pièces de 2 centimes et de 5 centimes pour essayer d'avoir une boisson non alcoolisée. Et notre justification, c'était que, en fait, les personnes âgées, une grande partie des personnes âgées qui sont très nombreuses et silencieuses, qui sont enfermées chez elles, qui ont perdu même parfois le contact social, c'est pour eux que nous nous battons aussi, eh bien ces gens n'ont même plus accès à la fête pour leur anniversaire ou les anniversaires de famille. Donc c'était important. Et pourquoi aller là? On aurait pu aller dans beaucoup d'autres situations, parce que ces grands groupes sont exemptés d'une grande partie d'impôts pour des tas de raisons économiques, multinationales et autres. Et donc nous, on n'accepte pas ça, ce qui évidemment provoque une arrivée de policiers qui très vite comprennent qu'ils ne peuvent pas intervenir, que c'est des personnes âgées. En plus, on était clients. En plus, les policiers nous ont remerciés parce qu'on se battait aussi. Pour eux. Voilà. Merci Michel. Mais je t'en prie. Je ne sais pas si quelqu'un... pour ce qui est de l'esprit du gang, a quelque chose à ajouter? Nicole, tu as quelque chose à ajouter pour l'esprit du gang? Mais alors très vite, parce qu'après on me dit de couper. C'est la lutte et le fait qu'on parvienne à résumer, à rassembler des gens. C'est très difficile de rassembler des personnes. Pour moi, c'est un point vraiment important. Alors voilà, plus de 15 000 membres et sympathisants. J'ai l'impression que là, il faudrait... que vous voyez ce que représente l'idée de cette fameuse grappa dont va nous parler Nicole, si elle veut bien. Nous sommes à la fin de la pandémie. Tout le monde va se retrouver déconfiné. Eh bien, il y en a 110 000 en Belgique qui vont rester confinés parce qu'il y a des contrôles, comme des contrôles de police, qui les empêchent de sortir de chez eux. Sinon, ils n'ont plus d'argent pour vivre, plus d'argent pour rester digne, plus d'argent pour rester décent. Ça s'appelle la grappa. Et si jamais ils ne sont pas chez eux, on leur retire cet argent. C'est scandaleux. Il faut que la ministre Karine Lallieu mette le haut là et qu'on arrive à un système équivalent pour tout le monde, ou bien vous êtes habitant en Belgique et comme tout le monde, vous pouvez vous promener où vous voulez, au moins en Europe, ou pas. Les gens qui ont cette grappa, c'est-à-dire cette garantie de revenu minimum pour les personnes âgées, eh bien ces gens doivent pouvoir vivre comme tout le monde. Voilà ce que le gang des vieux en colère défend. Tous ensemble. S'il vous plaît, libérez les grappas. Bevrijden de Igeos. Nous nous connaissons, donc je ne vais pas vous raconter toute ma vie, vous la faites. Je suis une grappiste, donc après avoir été épouse aidante et indépendante, je suis à la grappa. Mais je sais que vous connaissez tout ça et je sais que vous avez pris ce dossier très en charge. Et je vous en remercie parce que pour moi, ce dossier est dans de bonnes mains. Merci. Mais j'ai déjà travaillé avec vous quand vous organisiez la propreté dans les Marolles, donc je sais votre façon de travailler, enfin, je la connais et je l'apprécie. Et en plus, je sais que vous n'êtes pas seul, que ce n'est pas facile du tout. Alors je ne vais pas vous répéter tout ce que les graphistes disent, vous le savez, mais je vous dis que j'ai tout à fait confiance en vous et que je sais que vous ne pourrez faire que ce que vous pourrez faire. Mais j'espère que vous y arriverez. Parce qu'on a besoin, on a vraiment besoin de ça, de ne plus être enfermé. C'est angoissant, c'est vraiment pénible à vivre.
Être tout le temps stressé par le contrôle. Un contrôle, c'est quelque chose qui soutient de la suspicion. Et la suspicion, ça rend malade. Être assigné à résidence et stressé, ça rend les personnes malades, ça leur enlève leur dignité. Ça ne leur permet plus d'avoir du projet. La grappa est une vraie bouée de sauvetage pour les femmes. Ça nous aide à, en tout cas, garder un peu plus de dignité, même si les montants sont encore à négocier, même si les statuts de cohabitants impactent à nouveau les femmes dans ce sens. Avec la pandémie, elles étaient dans les hôpitaux pour soutenir, elles ont fait des masques. Là, on leur demande de rester à la maison, de ne pas être libre. Est-ce qu'il faut être cadre de grandes entreprises? Il faut être député européen pour pouvoir être libre et jouir de sa pension, de pouvoir voyager. Donc on est pauvre, on reste à la maison, on est contrôlé. Là, la dignité de la femme et la dignité humaine est interrogée. On voudrait que ça change pour les femmes et pour la liberté et l'égalité. Amis, entends-tu la colère des graphistes qu'on maltraite? Oh, les retraités, indigents et isolés, c'est l'alarme. Oh, et méfiez-vous de ces lois qui demain vont condamner. Vous qui exhibez vos vieilles camarades, clamez votre rage, refusez de subir ces brimades. La peur à nos trousses et le stress qui nous prive de notre contrôler les biens, brider la liberté, c'est galère. Merci de vos confiances parce que j'ai entendu les discours de confiance. Et quand on a la confiance effectivement des premiers intéressés, quand on a la confiance des seniors, eh bien on est plus fort pour agir. Et donc je compte sur votre force pour pouvoir agir. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, on a déjà fait une première étape. Une première étape grâce aux partenaires sociaux d'ailleurs qui se sont mis d'accord pour alléger déjà le système par rapport à ce système que vous avez qualifié d'inhumain, d'injuste, de disproportionné. Et je partage ces mots. Je ne les partage pas seulement dans la rue, puisque je l'ai dit aussi au Parlement. Ce n'est pas un discours de circonstance que je fais devant vous, je l'ai dit encore il y a 15 jours au Parlement. Par ailleurs, le premier pas, c'est le premier pas, il n'est pas suffisant. Nous sommes d'accord avec vous et je pense qu'on partage cette vision. Je vais vous dire aussi que les contrôles aujourd'hui, le déconfinement est réel quand même pour les seniors graphistes, puisque les contrôles sont arrêtés depuis 1 an et demi et ils seront arrêtés jusqu'au mois de septembre, fin septembre. Donc vous pouvez effectivement être plus libre et c'est une bonne chose aussi pour votre santé mentale à vous toutes et à vous tous, c'est important. Alors ce n'est qu'un premier pas, mais nous travaillons effectivement dans un second pas avec les partenaires sociaux, avec des propositions que nous allons mettre sur la table bien évidemment pour rendre ce système effectivement digne d'un état de droit. La grappa est un droit aujourd'hui et ce droit doit pouvoir être exercé par tout le monde. Voilà, vous avez vu, la ministre elle-même est descendue dans la rue pour nous parler de ce qu'elle compte faire avec cette grappa. Je donne tout de suite la parole à Nicole, qui est une grappiste elle-même. Mais moi, je suis contente d'avoir rencontré cette ministre et de ce qu'elle a dit. Mais je sais aussi qu'elle n'est pas libre de toutes ses actions. Et dans mon rêve, j'imagine qu'un ministre qui n'atteint pas le but qu'elle a, qui a montré une telle importance qu'elle réussisse, qu'elle démissionne.
C'est une idée, ça. On va dire Madame Lallieu démissionner. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a une telle différence entre les propos de Daniel Bacquelin, qui, je le rappelle, est dans une maison de repos de luxe, et Karine Lallieu, qui, elle, est active, une jeune femme dynamique, que pour le moment, en attendant de voir exactement ce qu'elle fera, nous ne pouvons que nous réjouir. Mais alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi la situation des grappistes, dont tu fais partie, est devenue une situation d'enfermement, une situation de maintenu à domicile, de confiné perpétuel. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour les grappas? Mais M. Bacquelin a décidé une loi en juillet 2019, comme quoi les gens qui dépendaient de la grappa, étant considérés pour lui comme des fraudeurs, enfin qu'il y a un certain nombre de fraudeurs dans les gens qui dépendent de la grappa, il a décidé de surveiller et mettre fin à ces fraudes. Il avait des chiffres pour ces fraudeurs? Oh, il a toujours des chiffres qui correspondent à ce qu'il veut. De toute façon, il ne cherche pas les chiffres, il cherche des économies. Non, oui, mais expliqué par des raisonnements psychologiques. Parce que si on n'est pas d'accord avec lui, c'est pas que son raisonnement est faux, c'est qu'on ne comprend pas. Donc il use de psychologie. Et cette psychologie, pour nous expliquer que la grappa et la surveillance est important, il nous envoie les facteurs. Les facteurs viennent sonner chez les gens qui ont la grappa. On ne sait pas quand. On sait qu'ils vont venir, c'est un contrôle aléatoire. Ils vont venir 3 fois. Mais ils ne laissent pas un passage, un mot dans la boîte aux lettres en disant « je suis passé ». On ne sait pas qu'il est passé. À la 3e fois, il dépose un papier et on a 5 jours pour aller à la maison communale, montrer qu'on est bien en Belgique. Et 5 jours, avec la poste telle qu'elle fonctionne, parce que ces pauvres facteurs qui doivent venir surveiller les gens chez eux, ils sont déjà stressés dans leur travail. Or moi, je suis une vieille personne, j'habite au 2e étage d'une maison. Donc quand on sonne chez moi, je descends à la vitesse que je peux. J'ouvre la porte et je vois un facteur qui me demande ma carte d'identité. Je ne me balade pas chez moi avec ma carte d'identité. Donc je suis remontée, je suis redescendue, il était toujours là. Il a pris ma carte d'identité, il a lu ma carte d'identité, il m'a fait signer un petit papier, une machine électronique, et puis il m'a donné une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il était indiqué que puisque j'étais chez moi, j'allais continuer à avoir la grappa. Et ce contrôle peut revenir demain, il peut revenir dans 1 mois, je n'en sais rien. Heureusement, il a été suspendu grâce au confinement. Donc, on peut dire merci à la Covid, merci à la pandémie, mais blague dans le coin. Si, par exemple, tu dois aller promener ton chien, si tu dois aller faire tes courses, Non, mais non seulement ça, mais moi je suis sourde. On peut sonner chez moi, parfois je ne l'entends pas. Non, mais alors, Nicole, est-ce que tu m'entends? Parfois. Voilà. Vous voyez, elle dit qu'elle est sourde. C'est une menteuse, Non, mais c'est normal, j'ai la grappa. Alors, très, très sérieusement, Nicole a raison, le facteur, normalement, c'est un ami, c'est un copain, c'est quelqu'un qui peut voir la détresse de quelqu'un au moment où il apporte le courrier, au moment où il sonne. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire une sorte de contrôle de police. Et surtout, pourquoi la double faute pour ceux qui sont les plus démunis? Pourquoi les pauvres vieux, les plus pauvres d'entre nous, doivent-ils être punis? Parce qu'ils sont fraudeurs. Est-ce que, si tu ne comprends pas ça, c'est que psychologiquement tu ne comprends pas, dirait M. Bacquelin. Les facteurs, ils sont tout à fait d'accord avec nous. Ils participent à la lutte des gangs des vieux en colère. Mais pour obtenir cette garantie, est-ce qu'il y a eu une enquête du service de pension? Il y a eu quelque chose En tout cas, à l'époque où moi j'ai obtenu la grappa, j'ai dû amener des tas de justificatifs, quoi que j'avais été en faillite, que j'avais été au CPS. C'était pas du tout facile à obtenir dans mon cas. Donc en réalité, ce système de contrôle, non seulement ça ne concerne qu'une toute petite partie de ces 110 000 pauvres vieux, beaucoup de femmes, dont principalement des femmes. On doit prouver son innocence. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas sûr on n'est même pas sûr que ceux-là sont des fraudeurs. Non, mais c'est une façon de dire les choses pour dévaloriser les gens et justifier ce contrôle.
Donc, quand tu dis il y a des femmes, il y a énormément de femmes qui sont dans la Grappa. Il y a énormément d'artistes. Suzy Falk, qui est une comédienne que tout le monde connaît, dépendait de la Grappa. Et il y a énormément de petits indépendants. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui se retrouvent à avoir peur de perdre la Grappa. Je pense que vous avez raison. Nous devons, nous, le gang des vieux en colère, faire que ces contrôles arbitraires cessent définitivement. Ce n'est pas possible qu'il y ait une différence entre le citoyen lambda qui, effectivement, si au bout de 3 mois, on a vu qu'il n'était plus résident principalement en Belgique, eh bien, il doit se passer quelque chose. Mais c'est d'abord au bout de 3 mois, puis c'est pour tous les citoyens. Pourquoi y aurait-il une différence avec les plus pauvres d'entre les vieux? C'est inacceptable. Nicole, tu as raison. Tu es dans une situation de confinement perpétuel. Cela doit cesser. Et nous avons bon espoir dans la nouvelle ministre des Vieilles et des Vieux. Je pense qu'il est important ou intéressant qu'on arrête de jacter et qu'on passe à peut-être une petite vidéo, un petit film, quelque chose qui va nous amuser un peu plus. Et du chocolat, vous allez recevoir. On vient vous dire que vous n'aurez pas votre pension, on vient couper dans les soins de santé, dans la culture, mais en fait, l'argent, il se trouve ici et dans toutes les multinationales qui ne payent rien du tout. Alors, et on continuera à chercher les zéros. Et l'argent se trouve bien ici. Ok les pirates, on remplit les butins et on s'en va. Et nous, dans les multinationales, il y a le pognon, c'est dans les multinationales, il y a le pognon de nos pensions. Allez, attirez, les gars, y aller, on se reposera quand on arrivera à payer nos droits. C'est par les banques que fuit l'impôt. Oula, oula, c'est par les banques que fuit l'impôt. Oula, oula, là. Allez, à virer, les gars, faut y aller. On se reposera quand on arrivera à leur payer l'impôt. C'est dans ces trains qu'on mène les vieux. Oula, oula, c'est dans ces trains qu'on a mis les vieux. Oula, oula, là. On se retrouvera quand on arrivera à faire valoir nos droits. C'est pour les jeunes que nous nous battons. Oula, oula. C'est pour les jeunes que nous nous battons. Oula, oula, là. Voilà une sorte de flash mob dont Mirko a déjà un peu parlé. Mais je pense qu'on vous a assez vu, assez entendu. Moi, je vais rester. Parce que momentanément, je suis un peu le chef de gang.
Nicole, finalement, on t'a assez vu aussi. Donc tu nous cèdes la place, tu n'avais plus rien à dire. Non, moi j'ai encore quelque chose à dire. Je voudrais dire que les gens qui dépendent de la GRAPA ne peuvent sortir de la Belgique que 29 jours par an. Avant c'était 3 mois, maintenant c'est devenu 29 jours, en demandant l'autorisation en plus. Ce que Madame Lallieu est en train de combattre aussi. Pour le moment, elle a obtenu que le premier jour et le 2 jours ne soient pas dans les 29 jours, donc le jour du voyage. Mais ça entrave vraiment les gens qui ont de la famille. Moi, j'ai de la famille en France. Je ne peux pas aller voir mon fils à Paris et ma sœur à Mandelieu. Donc, ça veut dire que ça coupe mes relations personnelles, mes relations intimes même. Et à la limite, je ne peux même pas aller chez mon fils à Forêt. Parce que quand je suis à Forêt, je ne suis pas chez moi. Donc, vraiment le facteur. Il faut signaler, il faut l'analyser. Ah oui, est-ce que je peux... Cheminement ou par ordinateur, si tu en as un. Écoutez, je pense qu'ils vont nous tenir encore en haleine pendant 1 heure avec la GRAPA. Ça suffit. Merci Mirko, merci Nicole. Place au gangster suivant. Bonjour Dany, bonjour Jean-Jacques. Nous avons donc ici Jean-Jacques Claas, Dany de Grave, 2 superbes représentants du gang des vieux en colère, mais surtout le plus superbe, c'est Jean-Jacques Claas, qui lui a fait une carrière, on peut dire de couteau suisse, on peut dire de MacGyver, un grand artisan, un petit entrepreneur, multitâche, qui a sauvé bien des gens de panne d'électricité, de problèmes d'eau qui fuit partout, de murs à remettre sur pied. Mais tu es là d'abord pour nous parler des blagues et puis aussi d'un thème qui est tout à fait intéressant parce que très à la mode, c'est est-ce que les vieux peuvent cohabiter avec des jeunes ou avec d'autres vieux. Nous allons voir que ce n'est pas si simple. D'abord, que penses-tu de cette flash mob audelaise? Alors bon, il faut quand même savoir que ce sont des énormes éclats de rire. On est sérieux dans nos combats avec le gang, mais on le fait toujours avec humour. Et il y a quelque chose de jouissif. Si vous laissez un bocal à bonbons sur une table pour les enfants, si vous lui dites « tu peux prendre un bonbon », il va le prendre, il sera très content. Mais il sera encore plus content quand il pourra le voler derrière votre dos. Et il y a ce côté interdit. Parce que les flash mobs, en fait, ce sont des manifestations momentanées où tout le monde fait l'imbécile, on dit « oh tiens, je passais par là ». Et comme par hasard, je suis habillé en pirate. C'est assez étonnant, mais il y a ce côté interdit qui fait que c'est très drôle. Parce que vous imaginez quand même bien que quand on fait un flash mob dans un Apple Store, quand on envahit un Apple Store, il est évident qu'on n'aura pas l'autorisation. De nouveau, l'Apple Store, pourquoi? Comme Deleuze, il ne paye pas d'impôts. Et s'il payait des impôts, on pourrait peut-être payer les retraites. Donc il y a ce côté comique, finalement, où on se trouve confronté avec des agents de police. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Apple Store? Mais c'est-à-dire qu'en fait, on est rentré, voilà, il y a eu tout un... Bon, ça a été fait, organisé par Flash Mob Fiscal Justice et le CNCD. Et donc, on a envahi un peu avant, on est arrivé, on faisait semblant de s'intéresser aux montres connectées. Oui, c'est bien le style, hein. Et on est arrivé de plus en plus nombreux. Et tout d'un coup, comme par hasard, dans l'Apple Store, il y avait des jeunes, et puis il y avait une quarantaine de vieux. Et à un certain moment, il y a eu un petit signal et on a commencé à lancer des ballons, on a commencé à crier Apple Pay tes taxes. Les ballons, si je me souviens bien, c'était des dollars. C'était des ballons avec des dollars. Des euros. Oui, ou avec des euros. Et il y avait des Pac-Man, voilà, que les vieux ont très bien connus. Oui, c'était une autre époque. Il y a eu oui. le Minitel en France, oui. Il y a eu le Pac-Man pour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est interstellaire, mais enfin, les jeunes deviendront vieux et on verra pour plus tard. Oui. Oui, oui. Et donc, ces Pac-Man mangeaient les ballons. Et puis, évidemment, vous vous doutez bien, est arrivée la police, qui a tout fermé, qui nous a enfermés, alors qu'on avait fini, on allait sortir. Mais pourquoi? Qui a appelé la police?
Oh ben, à mon avis, la direction de l'Apple Store, hein, ça c'est assez logique. Parce que les gangsters étaient en train de voler des... Non, on n'a rien volé, hein, parce que dès le début, on a été très correct. Le but n'est pas de casser. Donc dès le départ, on est allé voir les responsables, dès qu'on a commencé, en leur disant « bougez tout ». De façon à ce qu'il n'y ait pas de vol, et il n'y a pas eu de vol d'ailleurs. Il n'y a pas eu de problème. Il y a eu juste cette merveilleuse image des policiers qui avaient en main les 3 Pac-Man qui partaient vers leur combi. Ça, c'était quand même assez extraordinaire. Et un jeune directeur affolé, mais c'est vrai que les jeunes s'affolent beaucoup plus vite que les vieux, en réalité. Oui, mais je peux comprendre le jeune directeur. Par contre, dans ces moments-là, j'ai discuté de notre action et du pourquoi de notre action avec des vendeurs, avec des policiers qui étaient là et qui étaient conscients qu'on était, on était dans le bon. Évidemment, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, mais que notre combat était justifié. Est-ce qu'il n'y a pas une chose qui calme un peu les policiers? C'est un peu l'idée d'Annie, c'est pas un peu d'ailleurs, c'est son idée, qui était de faire des fleurs en papier. Comment est venue cette idée de fleurs en papier? Je ne me souviens plus exactement de comment c'est venu, mais c'est venu dans le fait que, et c'était au moment de l'enterrement d'ailleurs, puisque enterrement, on dit il y a fleurs. Enterrement de la sécurité sociale. De la sécurité sociale, pardon. Et l'idée a été mais pourquoi ne pas faire ce qu'on faisait en 68, c'est-à-dire offrir des fleurs, être gentil, etc. Et c'est ce qu'on a fait. Quand la police est arrivée, mais plein de gens entre nous se sont précipités pour leur offrir des fleurs en papier, qu'ils ont acceptées. Et ils se sont retrouvés avec leurs fleurs en papier, n'osant pas les jeter parce qu'on ne peut pas les jeter par terre, ne sachant pas très bien quoi en faire, mais ils étaient conquis. Voilà, ils ont compris, ils ont discuté et ça a ajouté au côté sympathique du gang des Vieux en colère. On vient de voir d'ailleurs Karine Lallieu qui s'exprime devant Amnesty International et Eneo, Solidaris, femmes, le mouvement des femmes, enfin tous ces mouvements qui étaient avec le gang pour défendre la Grappa. On voit Karine Lallieu avec une fleur en papier en main. Et je dois dire que celui qui fait le plus de fleurs en papier, c'est un de nos gangsters qui s'appelle Guy Retter, qui lui passe ses soirées devant la télé à faire des fleurs en papier qu'on distribue. Mais je te laisse continuer à expliquer l'humour, le côté non violent de nos flash mobs. Et après, si tu veux bien, viens-en avec la cohabitation qui est quand même un sujet beaucoup plus grave que les folies du gang. Oui, voilà. Et voilà, pour le gag, on en a raté un très beau parce que justement, avec Karine Lallieu, on lui a offert une fleur et moi, je lui ai offert un badge. Et à un certain moment, on la voit, elle essaye de le mettre, mais elle n'y est pas arrivée parce qu'elle aurait été à la télévision avec le badge du gang des Vieux en colère. Bon, on l'a raté, c'est dommage. Voilà, moi je vais revenir avec quelque chose de évidemment beaucoup plus sérieux. Il se fait qu'un jour, je reçois un mail d'une personne du gang, d'une membre, qui m'explique qu'étant à la Grappa, elle n'a pas les moyens de trouver un logement. Et donc, elle s'est mise avec 2 autres personnes. Et ces 2 autres personnes sont symboliques aussi, parce qu'il y en a une qui est au chômage, et l'autre est marge du CPAS. Et la 3e est marge de la Grappa. Donc, tous avec des revenus terriblement faibles. Et à partir du moment où ils vivent ensemble pour essayer de survivre, parce que c'est ça, c'est uniquement essayer de survivre, ces personnes se sont retrouvées pénalisées. Le monsieur a perdu son chômage, celui qui avait son CPAS ne l'a plus, et elle a perdu son complément Grappa. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on est seul à habiter dans un appartement, et qu'on est rechercheur d'emploi, on a une certaine somme, et s'il y a quelqu'un d'autre qui vient habiter avec cette personne, si je comprends bien, avec cette personne, hop, on a beaucoup moins
au chômage. C'est ça le truc. Absolument. Absolument, c'est ça. Et c'est pareil pour ceux qui ont cette garantie de revenus. Oui, oui. Même sous le seuil de pauvreté, parce qu'enfin, il faut le rappeler, eh bien, on va encore leur diminuer cette espèce de garantie pour pouvoir vieillir dignement si on voit qu'elle habite avec quelqu'un d'autre. Tout à fait. C'est ça le truc. Cette personne s'est retrouvée avec 400 € par mois pour vivre. Bon. Et donc, moi, ça m'a pris là. Et je me suis dit, on doit essayer de trouver quelque chose. Bon. Le gang on n'est pas des spécialistes, il y a des gens qui travaillent sur ce dossier de cohabitation, donc c'est vraiment le terme cohabitation qui pose un problème. Il faut savoir qu'il y a la Ligue des droits humains et le Rassemblement wallon pour la lutte contre la pauvreté qui sont déjà sur ce dossier et qui essayent en fait de faire changer cette loi, parce que cette loi est absolument absurde. Des gens qui essayent de s'en sortir se voient pénalisés. Et ce sont toujours des gens qui sont pauvres, évidemment. C'est pas, le problème ne se retrouve pas si vous êtes patron de AB InBev, ou voilà, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais puisqu'il y a déjà des gens qui luttent pour essayer d'arranger cette affaire, notamment, on voit de plus en plus qu'il y a des vieux qui essayent d'habiter à 4-5 ou avec la jeune génération pour pouvoir d'abord, d'un point de vue moral, ne pas être tout seul, et puis d'un point de vue financier, pour pouvoir tenir le choc. Mais il y a déjà la Ligue des droits humains, il y a déjà le réseau belge de lutte contre la pauvreté qui s'occupe de ce problème, si j'ai bien compris, de cohabitation. Alors qu'est-ce que le gang vient faire là-dedans? Parce que s'ils sont là, on n'a pas besoin du gang. Eh bien, moi j'ai eu l'idée de jouer le grain de sable dans l'engrenage. Donc, il est clair que je ne suis pas juriste, mais j'ai été aidé par un juriste du gang. J'ai fait énormément de recherches via Internet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une faille. Parce que changer la loi, le gang n'y arrivera pas. Non, mais si je comprends bien, le gang est un aiguillon. Oui, et on a trouvé des pistes pour essayer justement de contourner cette loi. Alors il faut savoir que la personne justement qui m'avait écrit ce mail, je viens hier d'avoir un mail d'elle, elle a été déboutée et donc il lui reste l'appel. Ça fait 2 ans qu'elle est sur le dossier et donc elle va pas en appel, elle va en cassation. La Cour de cassation de Gand et la Cour de cassation de Bruxelles ont donné 2 avis de gens qui se retrouvaient dans le même cas. Principalement des chômeurs qui se sont mis ensemble et qui se sont vus retirer le chômage par l'ONEM. Et les juges, en cour de cassation, ont dit que le fait d'habiter ensemble ne suffisait pas pour diminuer leurs revenus. Ce ne sont que 2 cas de jurisprudence qui font qu'on pourra aller en appel pour les gens qui ont ce problème-là. Maintenant, cohabitation. Si on pouvait parler de colocation, à ce moment-là, ce serait plus intéressant, parce que les colocataires ne sont pas pénalisés. Et pour toutes les personnes que ça intéresse, on a un dossier qui a été fait, qui est sur notre site d'ailleurs, il y a moyen de faire un contrat de colocation. Et à ce moment-là, le bouchon saute, c'est terminé. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que tous les vieux et toutes les vieilles qui décident d'habiter ensemble, ne soyez jamais cohabitants. Payez peu, mais payez bien, de façon à ce que ça apparaisse sur des papiers, sur des documents, de façon à ce que ça remplisse cette fiche dont vous parle Jean-Jacques, qui est sur notre site, et en tant que colocataire, votre minimum de garantie pour pouvoir vivre dignement ne vous sera pas retiré. Et au petit jeune qui vient vous donner un coup de main et qui partage son sourire et sa guitare, eh bien, on ne va pas lui retirer, alors qu'il est demandeur d'emploi, le peu qu'il reçoit en tant que rechercheur d'emploi, etc., etc. Soyez colocataire
jamais cohabitants. C'est un peu ça? Tout à fait, tout à fait. Et voilà, sur le site, il y a un bail type, il y a un lien avec un bail type de colocation qui a été créé par la région wallonne. Il doit exister sur Bruxelles aussi. Faites un contrat, de grâce, faites un contrat. Ça ne vous coûte rien et ça vous protège. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai essayé de couper 2-3 fois Jean-Jacques. Il est intarissable sur ce sujet. Donc, définitivement, je vais lui demander de partir. Mais surtout, je vais vous présenter tout à l'heure, juste après un petit extrait filmé, de ce qui se passe dans trop de maisons de repos. Je vais vous présenter Dany De Graaf qui nous en parlera. Place à l'image. Une maison de repos, comme un petit paradis. On y avait tout dit promis. Un petit paradis, mais ils nous ont menti. Ça ne va pas, on est en colère. Ça ne va pas. Aujourd'hui, c'est une de nos Xème actions, mais du gang des vieux en colère, qui a pour but sans arrêt de faire passer le message de la condition de la retraite, de la pension de la personne âgée. L'amour est à mon sens sur les bords du silence. J'ai cherché ta confiance, j'ai côtoyé l'enfance. Alors ici, on est dans une institution qui respecte un minimum de dignité, d'éthique et autres. Et on est arrivé avec chansons et messages. Ici, ça se passe bien. Nous avons refusé d'aller dans une maison, et nous en connaissons plusieurs, dans une maison de repos et de soins où ça se passe très mal. Parce qu'on aurait eu l'impression qu'il n'y avait que chez eux que ça se passe mal, mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup trop de maisons de repos et de soins où ça ne se passe pas bien. Et donc nous sommes ici pour que cela change. Le gang des vieux en colère est aujourd'hui gentil, agréable, sympathique, même rigolo, mais si ça continue, s'il continue à vous maltraiter, nous allons chanter une toute autre chanson. Voilà. Nous ne pouvons plus accepter que des gens comme vous, qui êtes dans une partie qui doit être finalement la plus amusante de la vie, soient maltraités. Et donc, contre la maltraitance, nous serons, nous, le gang des vieux en colère, toujours présents. Musique. Blue sweat sugar, blue sweat sugar, blue sweat sugar, blue sweat sugar, and do anything but step on my blue sweat sugar. Je remercie le gang dans lequel se trouvent beaucoup d'amis. Bien, la maltraitance est un sujet extrêmement important, mais d'abord je vais saluer Jean Pestiot qui nous a rejoints. Tu nous parleras, j'imagine, de ce minimum pension que nous réclamons tous, le gang des vieux en colère. Je vais d'abord donner la parole, comme prévu, pour qu'elle nous parle d'un sujet ô combien rigolo, qui est la maltraitance dans les maisons de repos et de soins, pour laquelle le gang des vieux en colère, contre laquelle le gang des vieux en colère se bat. Dany De Graaf, 78 ans, un ancien mannequin, une ancienne hôtesse, une assistante de direction qui a travaillé dans l'événementiel, qui a été productrice à la fois à Paris et à Bruxelles, qui a été directrice, qui a travaillé dans le cinéma, la télé, et qui a été réalisatrice de grands plateaux en direct, et qui a fait notamment un long métrage documentaire et des séries de télé pour RTL. Alors, la maltraitance, est-ce que ça existe vraiment dans les maisons de repos ? Ah là, je pense qu'il n'y a pas de doute. Bien sûr que les maisons de repos diront toujours qu'elles n'existent pas. Alors, il y a différentes formes et différentes choses. C'est qu'il y a eu, notamment pendant la pandémie, une maltraitance qui était
on a voulu soi-disant protéger les vieux en les isolant, en ne permettant pas de visite, en ne permettant rien. Et ça a été une dépendance très très forte parce que les gens mouraient plus de solitude et de ne pas pouvoir avoir de nouvelles de leur famille et autres. Alors qu'il aurait très bien pu s'organiser des endroits où ils pouvaient se voir, même s'il y avait un plexi entre eux, etc. Mais ça demandait une infrastructure, ça demandait du temps aux gens. Et on sait que dans la plupart des maisons de retraite, le temps est négligé parce que le temps, c'est de l'argent. Mais quand on a interdit aux vieilles et aux vieux qui étaient enfermés dans ces maisons de repos, on leur a interdit de voir leur famille. Bien sûr, et il y en a beaucoup qui sont morts sans avoir plus jamais eu de contact, ce qui est affreux. Ce qui est affreux et pour eux et pour leur famille. On a interdit ça parce que ça demandait effectivement une organisation qui était beaucoup plus lourde. Et donc c'était un bon prétexte, on enferme tout le monde et c'est fini. Et quand je dis que le temps c'est de l'argent, c'est principalement parce qu'on a fait des actions notamment dans une maison de retraite du CPAS. Je pense que c'est encore plus vivable dans ce genre de maison de retraite que dans les maisons de retraite privées qu'on vous présente presque comme si c'était le Club Med. D'abord, il faut être très riche, excusez-moi, mais c'est vraiment réservé à des gens qui en ont les moyens. Et c'est quoi, ce sont des sociétés multinationales? Ils ont 1, 2, 3 maisons de retraite, c'est quoi ça? Bien sûr, il y en a qui en ont des centaines et ce sont plus des... En Belgique? Bien sûr, et des fonds de pension étrangers qui investissent. Et donc ça doit être rentable, ça doit remporter un minimum d'argent. Qui dit minimum d'argent, c'est restrictions sur plein de postes, que ce soit sur la nourriture, que ce soit sur les soins. Moi, j'ai des témoignages de gens... Mais ça, c'est ce dont le gang des vieux en colère s'est occupé bien avant la pandémie, ça. Ah, avant la pandémie, il existait déjà ce même problème, qui a été renforcé et utilisé comme un prétexte pour isoler les gens pendant la pandémie. Jean-Jacques disait, le gang des vieux en colère est un peu l'aiguillon qui permet, si je puis employer ce terme, à d'autres grandes organisations bien connues, comme Médecins sans frontières, Amnesty International, la Ligue des droits humains et d'autres, de frapper un peu plus fort sur la table. C'est-à-dire, me semble-t-il, si je me souviens bien, ce qui s'est passé au moment de la pandémie. Alors que le gang frappait sur la table contre cette maltraitance depuis plusieurs années, ces gens ont fait des choses pour soutenir, je dirais, l'esprit du gang contre la maltraitance. Ils ont fait des choses. Bien sûr, il y a eu des actions, notamment l'action qu'on a faite mais ça c'était avant, et il y en a eu après. Il y a eu des interventions auprès des ministres, notamment en Wallonie auprès de la ministre Christine Moréal, qui elle a réagi assez positivement, ce qui n'est pas le cas d'Alain Marron sur Bruxelles, qui ne réagit absolument pas, qui fait absent, cette personne est... Il semble en effet que la ministre de la Santé wallonne est beaucoup plus active, est beaucoup plus réactive et à l'écoute, absolument. Il y a un fait que depuis toujours, on réclame qu'il y ait un plus grand contrôle des maisons de retraite, et notamment un contrôle qui ne soit pas télescopé. Jusqu'ici, les contrôles se faisaient après avertissement, c'est-à-dire on va venir voir comment ça se passe chez vous vendredi prochain. Parce qu'il existe en Belgique, si je ne me trompe pas, 2 systèmes de contrôle. En Wallonie, ça s'appelle l'AVIC. En Flandre, j'ai oublié le nom. Et à Bruxelles, ça s'appelle Iriscare. Iriscare, oui. Et quoi, ils téléphonent, ils disent on va venir vous contrôler? Oui, ils disent mais voilà, on va venir voir un petit peu, donc on passera vendredi. Et la ministre Montréal a changé ça? Ça a changé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Là, c'est d'office maintenant des gens qui peuvent venir contrôler à tout moment, de jour comme de nuit. Ils peuvent ou ils doivent? Ils peuvent forcément le faire de manière inopinée, et à notre demande, c'est qu'ils doivent le faire, bien sûr. Et la demande de la ministre est dans ce sens-là, en espérant que ça va faire quand même changer beaucoup de choses. Oui, c'est un petit peu l'idée de changer la culture de l'AVIC, puisque l'AVIC c'est la Wallonie et que Christine Montréal c'est la Wallonie.
je pense qu'elle a encore du boulot, hein, parce que changer ce qui, pendant des années, n'a pas été fait, c'est-à-dire un peu le principe de Potemkin, si je comprends bien, on prévient les maisons de repos et on leur dit rangez tout, faites le ménage, on va venir faire un petit contrôle, etc. Mais ce que nous avons entendu, nous le gang, c'est quand même qu'il y a des gens, des petits vieux et des petites vieilles qu'on traite d'une manière tout à fait indigne. Alors là, on revient dans le côté rentabilité. La rentabilité fait que, et je m'excuse si vous êtes à table au moment où j'en parle, mais que les petits vieux qui souffrent d'incontinence ou autre, eh bien, ils restent dans leur couche sale parce qu'ils n'ont que droit à autant de couches sur la journée parce que ça coûte de l'argent. Moi, j'ai une kiné qui m'a traitée, qui me disait, j'arrive dans les maisons de retraite parce qu'elle va soigner les gens là-bas, et je retrouve des gens, je suis obligée de faire leur toilette avant de les soigner parce que les infirmières, ou les aides-soignantes, on ne leur donne pas le temps et on leur dit, il n'y a pas plus que ça. Vous voyez, c'est ça qui est terrible avec les vieux. On est de nouveau au stade anal. Dany de Grave nous parle caca pipi, eh bien c'est la triste vérité. C'est la triste vérité de beaucoup de gens qui sont enfermés dans ces maisons de repos, dans des maisons de repos principalement privées, pour lesquelles, si je comprends bien, l'argent est beaucoup plus important que les vieux. On dépose leur plateau, même s'ils ne savent pas très bien manger, et puis à un moment donné, on retire leur plateau, ils n'ont pas mangé, parce qu'il n'y a personne pour les accompagner. Enfin, on pourrait citer comme ça. D'ailleurs, il y a eu un petit livre édité par le gang et qu'a fait Anne Hochstuhl, qui a repris des tonnes de témoignages par rapport à la maltraitance dans les maisons de retraite, les maisons de retraite et soins. Et d'ailleurs, il y a une partie de ces témoignages, si je m'abuse, qui ont été repris, avec beaucoup d'autres témoignages en plus, parce que Amnesty International a fait un travail fantastique, conjoncturel, au moment de la pandémie, à ce sujet. Médecins sans frontières aussi, ils ont été dans les maisons de repos, voir ce qui s'y passait personnellement, et ça c'est vraiment bien, quoi. Enfin, ça bouge. Voilà. Est-ce que, Jean, tu aurais quelque chose d'autre à ajouter à ce que vient de dire Dany sur la maltraitance? Si une société privée veut avoir 15 € de bénéfice pour 100 € qui est misé, eh bien, les services seront baissés de 15 €. Et il n'y aura pas de personnel pour s'occuper des vieux. Et il y a des gens pour qui les profits, c'est beaucoup plus important que l'humain, que l'humanité. Le gang, d'ailleurs, a fait aussi un article de plusieurs pages dans une parution du CEPAG sur la maltraitance, et nous avons fait ça dans une édition dans laquelle les maisons médicales disaient la même chose, enfin tout le monde dit la même chose. Ça ne va pas, ça ne peut pas durer, arrêtez de maltraiter les vieux, y compris avec vos camisoles chimiques. Chers amis, chers camarades, c'est au nom du gang des vieux en colère que je vous parle. Le gang vous soutient pour cette action magnifique, nationale, en front commun. Nous adhérons à vos revendications. Nous sommes les travailleurs d'hier et vous serez les vieux de demain. Nous sommes solidaires. Nous voulons tirer les travailleurs, les allocataires sociaux de la misère. Nous ne voulons pas que la crise sanitaire et la crise économique nous touchent. Le gang des vieux en colère travaille non seulement pour les revendications du dernier âge, mais aussi et surtout pour les nouvelles générations. Nous voulons pour vous et pour nous défendre des soins de santé décents. Nous voulons avoir des pensions de retraite égales
pour les femmes et les hommes. Nous voulons, et c'est notre revendication phare, avoir un minimum universel de pension pour tous. Nous voulons avoir un système de pension par répartition. Face à nous, il y a la FEB, le VOCA, qui coalisent d'une manière ou d'une autre les multimillionnaires. C'est à eux de payer un peu la crise et pas nous. Soyons solidaires, vous comme nous. Nous savons une chose, ceux qui luttent peuvent gagner, ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. On a parlé de la maltraitance. On va parler maintenant de comment est-il possible que tant de vieux aient si peu de moyens pour vivre. Et pour ça, je vais donner la parole à Jean Pestueux. Alors, Jean, tu es quelqu'un de tout à fait particulier. D'abord, tu es wallon, alors que beaucoup d'entre nous sont bruxellois, même s'il y a beaucoup de wallons. Tu es né dans la botte du Hainaut, dans une ferme. Et tu m'as dit un jour que c'était à la fois la fréquentation de l'école et le travail à la ferme qui étaient tes bases d'un esprit de solidarité. Mais avant tout, tu es plutôt un philosophe puisque tu as terminé tes études supérieures en philosophie, puis après tu as fait un doctorat en physique, tu as été chercheur à la Cornell University américaine aux États-Unis. Tu as été chercheur et professeur de physique théorique à la Sinvestav, Centre de recherche national de Mexico. Et puis alors, chercheur et professeur en physique théorique à l'UCL. Mais en réalité, tu es depuis toujours, et ta femme l'était avec toi, militant de la résistance sociale, militant de la solidarité internationale, et tu as toujours, un peu comme Don Quichotte, faut-il le dire, pris parti pour les exploiter, les opprimer et les fragiliser de tout poil et de tous âges. Raison pour laquelle, étant donné que tu as 79 ans, tu as rejoint le gang des vieux en colère. Est-ce que tu trouves que financièrement, le minimum de pension de retraite correspond à une réalité? Oui, elle correspond à la réalité. C'est que dans l'humanité, il y a une partie des gens qui sont considérés comme des carpettes et d'autres qui vivent bien. Et on trouve ça normal. Nous ne sommes pas très loin du Moyen-Âge et de la période de l'esclavagisme où on trouve que le monde doit être divisé entre des gens qui vivent bien et d'autres qui vivent mal. Parce que le bonheur et le secret de ceux qui vivent bien, c'est de marcher sur ceux qui vivent mal, qui les servent. Voilà. Mais donc, si je comprends bien, tu estimes que aujourd'hui, le minimum pension de retraite et encore moins le minimum Grappa, le maximum Grappa qui n'arrive même pas au minimum pension de retraite, ça ne permet pas aux vieilles et aux vieux, en Belgique, je parle, de vivre. Bien sûr, parce que nous, au gang des vieux en colère, nous pensons que vivre en dessous du seuil de pauvreté, ce n'est pas possible. Mais que même le seuil de pauvreté ne permet pas de vivre, mais de survivre. Et nous considérons que chaque être humain qui a atteint 65 ans doit vivre de manière décente, quel que soit le parcours de vie que ces personnes ont eu. Je prends l'exemple
de tant de femmes qui ont eu des carrières en dents de scie, comme j'ai dit, qui n'ont pas pu avoir une carrière complète et qui ont eu des jobs très mal payés. Et on est dans une société où, dans le gang des vieux en colère, parmi les 15 000 personnes qui sont membres ou sympathisants, il y a énormément de gens qui font des jobs très utiles, nécessaires à la société, comme on l'a vu dans la pandémie, et qui se trouvent au moment de la pension avec des pensions indignes. C'est pourquoi le gang des vieux en colère trouve qu'il faut fixer un minimum de pension dans le pays, quel que soit le parcours parcouru durant la vie. Chacun de nous, nous allons à la mort. À la mort, nous savons que nous sommes tous égaux de l'autre côté. Hein, et maintenant, nous voulons que les dernières années de chaque être humain soient dignes. Il y a quelque chose de bizarre parce que le gouvernement actuel a dit, comme nous le disions il y a 4 ans, 1500 € pour tout le monde, carrière complète. C'est quand même une énorme avancée. D'abord, ces 1500 € seront octroyés, disons entre guillemets, en 2024. C'est-à-dire que l'indice des prix aura augmenté, ce qui revient que par rapport à la pension minimum actuelle, il y aura une augmentation en euros d'aujourd'hui d'une 70 d'euros pour ceux qui auront travaillé 45 ans. Hein? Mais Jean, tu es quand même, en tant que physicien, quelqu'un qui se démerde dans les chiffres. Moi, je suis quand même étonné de ce que tu dis, parce que rien qu'avec la pandémie, on sait qu'il y a des prix qui ont explosé. Donc, ça va être en fait beaucoup moins en 2024 par rapport à tous ces prix qui explosent, qui sont ce qu'on peut appeler une inflation. Le pouvoir d'achat des petits vieux et des petites vieilles va être catastrophique avec ces 1500 € pour une carrière complète. Oui, mais tu as absolument raison, Michel. Je suis absolument d'accord. Et je crois que nous, au gang des vieux en colère, nous devons rappeler que quelle que soit la situation des entreprises et des actionnaires, ce qui compte pour nous, c'est l'humain, c'est les êtres humains. Et nous pensons qu'aujourd'hui, pour vivre correctement, la pension minimale doit être, à l'indice des prix actuel, de 1690 €. Hein? Net. Net, ah oui, bien sûr. Parce qu'on parlait de 1500 bruts, hein. Les politiques ont toujours parlé de 1500 bruts. Hein. Non, aujourd'hui, ils parlent de net. Non, ils parlent de net. De net pour une carrière complète. Pour une carrière complète de 45 ans. Mais donc, 1600... Combien de 45 ans? De 45 ans. Il y a plein de femmes, d'artistes, d'artisans qui n'auront jamais... les gens qui vont au chômage, tous ces gens-là n'auront jamais de carrière complète. C'est ridicule, ce truc. C'est un scandale. Je prends l'exemple des aidants proches. Combien, et surtout des femmes, soutiennent des malades de leur famille, des handicapés, de longue durée, des handicapés, qui s'occupent de leurs vieux parents et qui, à cause de ça, n'ont pas pu avoir une carrière. Elles se trouvent dans la pauvreté la plus extrême. C'est un scandale. Surtout que des études montrent que le fait d'avoir des aidants proches qui travaillent gratis fait faire à la collectivité, à l'ensemble de la société, des milliards de bénéfices là-dessus, qu'on ne paye pas. Ah oui. Mais enfin, on peut te dire, Jean,
On peut te dire que la sécurité sociale, c'est une caisse, elle est fermée, c'est une enveloppe fermée. Il n'y a pas assez d'argent que pour satisfaire ce que tu es en train de raconter. Pourtant, quand il y a une voiture de société, on ne cotise pas à la Sécu. Quand il y a des tickets repas, on ne cotise pas à la Sécu. Il y a toutes sortes de choses qui font que peut-être que c'est une enveloppe fermée, mais on pourrait peut-être la rouvrir et faire que les gens payent normalement la Sécu, ou bien je me trompe? Tu as tout à fait raison. La Sécu a diminué. Hein. Les cotisations sociales patronales, qui sont en fait un salaire indirect, ont été de moins en moins grandes, alors que dans les conventions de l'après-guerre, le salaire indirect était composé des cotisations du personnel et des cotisations patronales. Et donc, on a diminué de manière voulue et consciente cette partie du salaire indirect qui est appelée par le patronat des coûts salariaux, alors que ce sont des salaires indirects, hein, qui, après la lutte contre le fascisme pendant la guerre, on a acquis de haute lutte d'avoir un salaire indirect. Maintenant, on est en train de le diminuer. Hein, et c'est pour ça que, quand nous voyons les mouvements d'extrême droite aujourd'hui recommencer, ils alimentent la pauvreté du peuple, des gens. C'est une sonnette d'alarme, si je comprends bien. Il faut dire aux jeunes, arrêtez de voir des gens qui ne payent pas, qui ne cotisent pas, par toutes sortes de stratagèmes à la Sécu. Jean, je te remercie. C'était vraiment bien d'expliquer tout ça, parce que finalement, on ne le comprend pas toujours. Some of us don't even go out to the shops. Well, Mr. Johnson's son Kevin, he don't go out anymore. Favourite targets for the old ladies are telephone kiosks. Well, come on, off with you. Get out. Go on, off. Get out of it. We have a lot of trouble with these oldies. Pension day's the worst. They go mad. As soon as they get their hands on their money, they blow it all on milk, bread, tea. Senile delinquents lies in their complete rejection of the values of contemporary society. They've seen their children grow up and become accountants, stockbrokers, and even sociologists. Yes, gangs of old ladies attacking defenseless, fit young men. Well, they come up to you, like, and push you, you know, shove you off the pavement, like. There's usually 4 or 5 of them. Après avoir détourné un petit montage du Monty Python, je vais vous présenter encore un autre gangster en colère, qui est d'ailleurs le coupable de ce détournement du film des Monty Python, qui s'appelle Paul Loire, mais qui, pour le gang, agit sous le nom de code de Merle Mocker. Alors, Merle Mocker est né en 1954, il a 66 ans. Tu voulais faire de la BD, mais tu as compris que travailler seul, ce n'était pas tout à fait ta tâche de trappiste, en réalité. Ça, c'est quand on est adolescent, on lève le coude facilement. Tu as donc été diplômé en graphisme, en photographie, et tout de suite, tu t'es mis à faire autre chose, c'est-à-dire des films et de la vidéo. Donc tu es un instable professionnel, caméraman, monteur, réalisateur. Tu es allé faire des films en Afrique subsaharienne.
pendant de multiples années. C'est pas une bonne idée, ça, parce que on t'oublie en Belgique et ça ne comptera pas en grande partie pour ta pension de retraite. Tu as fait notamment 10 ans comme formateur audiovisuel, notamment à Cotonou, au Bénin. Ils ont des mobylettes qui puent la rage et qui, dans tous les coins, chez ces gens-là, enfin bon, tu as été heureusement enseignant. Ça, c'est comme pour tous les artistes. Dès qu'ils deviennent enseignants, ils ont une petite pension en plus. Et donc, tu as été enseignant en art plastique à Scarbeck. En fait, tu as vu de la lumière, tu as sonné, qu'est-ce que... Voilà. Et on t'a ouvert, c'est bien, c'est bien. Moi, je ne t'aurais pas ouvert, mais enfin bon. Et donc, pendant 10 ans, tu as fait ça. Et puis, tu t'es dit, tiens, il y a un gang qui existe. Un instable à la sulfateuse, ça peut y aller. Et donc, en réalité, celui qui commet de multiples dessins du gang, faut-il le dire, et qui fait un travail de montage sur notre site, le gangdesvieuxencolère.be, eh bien, c'est Merle Moquin. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont toi, tu vois, un peu comme Plantu a pu voir de nombreuses fois en France, comme dessinateur humoristique, comment tu vois le gang? D'abord, avant ça, tu viens de citer le site. Si le gang existe, c'est en grande partie grâce à Facebook, ce qui est quand même assez étonnant, on crache sur les réseaux, mais nous, on s'en est servi dès le début, grâce à Denis, à d'autres gangsters qui sont assez durs en informatique. On a mis sur pied des sites Facebook. Il faut dire qu'on a des experts vieux et des conseillers jeunes. Voilà. C'est fabuleux. Mais je ne crois pas que le gang aurait une telle reconnaissance aujourd'hui sans Facebook. Les gens nous découvrent en grosse partie grâce à ça. Et la couverture à Internet qui est faite est importante pour nous, puisqu'on n'a pas accès, enfin maintenant on commence à avoir un petit peu accès aux médias traditionnels. Alors si j'ai passé le Monty Python avant, c'est parce que d'abord j'aime beaucoup le Monty Python Flying Circus, ça date de 69, ils m'ont beaucoup fait rire. Et j'adore cet humour décalé qui se moque de tout, même des choses les plus graves, de la mort, des trucs. Un peu ce qu'on fait, on a vu avec Jean, le gang aborde des sujets très sérieux, très graves, parfois, quand on parle de maltraitance, c'est de la souffrance, c'est tout. Y mettre dedans une goutte ou une grosse louche de sourire, je trouve que c'est important, et de le prendre par le biais. Il y avait des pavés en 68, nos pavés, c'est quelque part l'humour. Et c'est peut-être quelque chose qui nous caractérise, c'est de nous trouver là où on ne nous attend pas. On va maintenant sortir une gazette de 12 pages, ou 8 pages, je ne sais plus, un journal qui sera gratuit pour le premier numéro. On a réussi à vendre assez de badges et autres, machin, coin, que pour avoir une petite somme pour payer la première édition. Il y aura un numéro 2 que si les gens nous aident à nous soutenir pour un numéro 2, et ça s'appelle Hold Up, mais sans H, donc c'est les vieux, quoi, les vieux. Les vieux, les vieux debout. C'est bourré de dessins, de textes rigolos, de chansons, aussi de quelques articles sérieux. C'est des vieux qui sont derrière ça, mais c'est à destination d'un public très large. Ce truc-là, c'est pas pour des vieux, c'est pour tout le monde. En fait, tu es en train d'expliquer que si on a forcé la porte de Point Culture, c'est parce qu'on vient faire notre promo. Oui, c'est ça. Comme ça se passe dans les plus grandes émissions françaises de télévision ou même belges, la promo du journal Hold Up. Alors un dernier mot sur la communication qui est rigolote, on est quand même des comiques, mais on sait ce qu'on dit. Avant de dire toutes nos âneries et toutes les provocations éventuelles toujours faites avec un peu de bienveillance, on a quand même des groupes qui réfléchissent, on est beaucoup. On a des amis ex-journalistes, des amis ex-juristes, des amis qui traînent un peu partout, qui nous renseignent, des adhérents aussi qui nous envoient de l'information, ce qui fait que si on rit, on s'est construit sur quelque chose de solide derrière. Et il y aura toujours un article sérieux qui a du fond, à côté d'un truc qui a des couilles un peu rigolotes. Voilà. Et on y tient à cet humour. Je crois que c'est quelque chose qui nous démarque d'autres organisations, parfois beaucoup trop safe.
Ce que dit Merleau-Moqueur est très important parce que nous avons parmi nous, et on ne va pas citer les noms, mais des anciens députés de gauche comme de droite, anciens sénateurs, anciens ministres de gauche comme de droite, et que si nous sommes 15 000 aujourd'hui, nous aurions dû être plus, mais certains nous ont déjà quittés, ne sont plus parmi nous. Les vieux, vous savez, c'est parfois aussi des gens qui sont en fin de vie, ou des gens qui déménagent, qui vont dans un autre pays. Moi, personnellement, je pense que c'est une de mes dernières interventions en tant que porte-parole, l'un des porte-paroles du gang des vieux en colère. Je vais aller habiter ailleurs, mais d'autres arrivent, reprennent le flambeau. Des vieux, il y en aura toujours et de plus en plus. Jeunes, soyez avec nous, on se bat pour vous. Voilà. Bravo, Michel.